Donc, module 2, l'organisation du travail, prévention et gestion des conflits, de quoi qu'on parle quand on fait référence aux conflits, et changement organisationnel. Donc, la gestion des ressources humaines et des bénévoles. On le sait, on le dit de différentes façons, c'est de vraiment prendre le temps de veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans notre organisation, qu'elles soient bénévoles, salariés, gestionnaires, responsables, participent à la réalisation de la mission et des objectifs de votre organisation. Mais ça, en même temps qu'on les invite à faire ça, contribuer à mettre la main à la pâte, nous, de notre côté, on a un job à assurer le développement personnel et professionnel de chacune de ces personnes-là pour les garder. On investit dans ces personnes-là qui ont choisi d'investir dans notre organisation. Donc, quand je mentionnais tout à l'heure, on se donne des outils et des ressources. Je vous parlais d'un petit plan de gestion des ressources humaines, mais il y a aussi la politique des ressources humaines. La politique, c'est là qu'on va vraiment expliquer comment on va faire notre promotion quand on a de nouveaux postes. Souvent, on le fait, la politique, strictement sur nos personnes qu'on va embaucher, mais on peut avoir une politique qui intègre aussi les éléments de recruter des bénévoles, comment on va les recruter, quels vont être les messages, comment on va les sélectionner, comment on va les évaluer, comment on va les aligner à la meilleure job au sein de l'organisation selon leurs compétences. Donc, la politique pour les salariés, les personnes rémunérées, ça, beaucoup d'organismes en ont, mais l'autre politique, rares sont les organismes qui en ont. Si vous en avez une, vous pouvez l'écrire et Mélanie, on pourra peut-être prendre un peu de votre expérience. Mais quand on parle d'une politique de ressources humaines, minimum, c'est d'en avoir une pour nos salariés. On a le processus de recrutement, on a plein d'affaires et ça nous aide vraiment à faire une gestion des ressources humaines. Tout à l'heure, j'ai aussi un tableau qui pourrait nous donner des indications de qu'est-ce qu'on devrait retrouver. Est-ce que le lien a une ressource gratuite en ligne? Une bonne gestion des ressources humaines, c'est aussi l'alignement. Quand je vous disais, on aligne vraiment la personne aux besoins de l'organisme, puis que nous aussi, on l'accompagne, puis on va chercher le meilleur de cette personne-là. Il y a beaucoup de monde en ressources humaines qui retourne à la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la pyramide qui regarde nous comme humains. C'est quoi nos besoins de base? On a besoin de se sentir utile dans la société, de s'accomplir comme personne. On a besoin d'estime, on a besoin d'appartenance. Tu sais, quand on fait référence au sentiment d'appartenance des francophones, à la communauté, aux organismes, on a besoin de sécurité. On a des besoins physiologiques, manger, loger, tout ça. Donc, si on regarde les besoins au haut de la pyramide, si l'organisation essaie de se poser la question comment on peut aider les personnes à s'accomplir pleinement dans leurs tâches de bénévole ou dans leurs tâches professionnelles au sein d'un emploi chez nous, comment on peut les amener à progresser pendant le temps qu'ils vont être dans notre organisme, comment on va les reconnaître, comment on va leur donner de l'information sur la promotion des nouveaux postes. Souvent, on ouvre un poste puis on ne pense pas qu'il y a peut-être quelqu'un à l'interne qui pourrait le combler, parce qu'on ne leur a pas demandé la question, puis c'est peut-être une tâche qu'on ne pense pas, une compétence qu'on ne pense pas qu'elles ont, et on l'ouvre tout de suite à l'extérieur. Comment on peut, encore là, via les promotions de recrutement, vraiment respecter toutes les personnes? Le travail en lui-même, si les gens comprennent ce qu'ils font, ils sont fiers de le faire, ils ont un sentiment d'appartenance envers l'organisation. Donc, vous voyez, si nous, de notre part, on se donne des stratégies pour alimenter ce sentiment-là d'accomplissement, de sentir que la personne elle rentre dans un emploi, mais qu'il y a une possibilité de progression. Tout ça, là, on est vraiment en train de répondre à plusieurs des besoins de la personne. Donc, c'est une des façons, quand on répond à ses besoins, de la garder, pas juste de l'attirer, mais de la garder un peu plus longtemps au sein de notre organisation. L'autre chose, quand on dit sentiment d'appartenance, besoin de sécurité et tout ça, bien, les relations interpersonnelles, si on ne crée pas des espaces où est-ce que les équipes, que ce soit les bénévoles entre eux, les bénévoles avec les employés, les employés entre eux, d'avoir des relations interpersonnelles pendant les heures de travail, pas juste après les heures de travail, des moments où est-ce qu'on se forme ensemble, on échange une problématique, on débat, on discute, on explore. D'avoir cet espace-là de relations interpersonnelles, ça vient alimenter ce besoin d'appartenance, d'avoir un statut dans l'organisme, un vrai titre. Il y en a qui ont un job et qui disent « Ah, je suis un agent de développement », mais on peut peut-être bonifier le poste en écrivant plus spécifiquement dans quel genre de domaine d'activité. La sécurité de l'emploi. Bien entendu, avec notre financement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut donner, mais on peut essayer de renforcer notre capacité pour donner une certaine sécurité d'emploi.
toutes les politiques de l'organisation, pas juste les politiques de ressources humaines. Il peut y avoir une politique sur la gestion des conflits d'intérêts, la gestion des conflits, tout ça. Toutes ces petites politiques-là que nos organisations se donnent, ça aide ça sécurise les personnes qui travaillent au sein de l'organisation. Ça leur dit, hey, ce monde-là, il se donne les moyens pour pas juste bien gérer les ressources humaines, mais aussi gérer l'ensemble de l'organisation. Les conditions de travail et le salaire, qui répondent à des besoins de base de la personne. Donc, beaucoup dans les ressources humaines, quand on développe le plan de gestion des ressources humaines, on essaie de voir ce serait quoi nos meilleures stratégies pour répondre aux besoins des personnes qui viennent faire du bénévolat ou qui travaillent au sein de leur organisme. Donc, il faut toujours s'assurer d'avoir une équipe qui adhère à la vision, la mission et aux valeurs de notre organisation. Bien, peut-être que demain matin, si vous prenez un café avec les membres de votre équipe, ça peut être un 5-10 minutes de se parler entre nous. Est-ce qu'on la connaît, la mission, la vision, les valeurs? Est-ce qu'on y adhère? Si on ne la connaît pas puis on n'y adhère pas, est-ce qu'on peut prendre le temps de se l'expliquer? Puis je vous le dis, à un moment donné, l'engagement des gens prend un autre sens dans l'organisation. C'est aussi d'avoir une structure favorisant l'efficacité des employés et des bénévoles. Favoriser l'efficacité, c'est comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut que les gens sachent nos attentes, sachent concrètement les tâches qu'elles ont à faire, leurs responsabilités au sein de l'organisation, puis qu'on ait une façon de faire des rétroactions pour qu'elles puissent grandir là-dedans et bien faire ce qu'elles ont à faire. C'est aussi de maintenir une communication honnête, ouverte, transparente, puis de faire de la rétroaction constructive. Sans cette rétroaction-là constructive, ça veut dire donner du feedback, faire des petites évaluations informelles ou formelles, mais de prendre le temps de faire le point. Ça peut aider le monde à dire « Wow, c'est ça que je fais bien, puis c'est reconnu, puis c'est ça que je devrais faire autrement ». C'est aussi de favoriser une saine culture organisationnelle et aménager un milieu de travail positif. Ça veut dire quoi, une saine culture organisationnelle? Ben, c'est que si chacun et chacune sait ce qu'il y a à faire dans l'organisation, bien entendu, et qu'on travaille sur la complémentarité des rôles, puis qu'il n'y a pas personne qui sent qu'ils font quelque chose qui est en dédoublement à quelque chose d'autre que quelqu'un d'autre fait ou que quelqu'un fait trop de travail comparativement aux autres membres de l'équipe. Quand on s'assure qu'il y a un équilibre dans tout ça, que c'est clair, qu'on connaît les tâches des autres, mais qu'on connaît aussi nos tâches, on travaille sur la mise en place d'une saine culture organisationnelle. C'est aussi d'assurer la rétention des employés et des bénévoles les plus efficaces et s'outiller pour bien gérer le changement. Écoutez, toutes les personnes qui vont rentrer dans votre organisation, que ce soit les employés ou les bénévoles, tu sais, des fois, on a un gros problème. On se dit, on va attendre, ça va passer, ça va passer. La vague va passer. Mais si ça prend 3 mois ou 6 mois avant que la vague passe, que le conflit passe, qu'on soit rendu ailleurs, si vous regardez autour de vous, là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y avait des bonnes personnes dans votre équipe, bénévoles et rémunérés, qui n'auront pas attendu 6 mois. Ils vont juste dire, il y avait un problème, ils n'ont pas ce qu'il faut pour les régler, puis moi, je n'ai pas le goût d'être associé avec ce monde-là. Et très souvent, on perd les bonnes personnes avant de perdre les personnes qu'on pourrait les inciter à aller peut-être jouer ailleurs, dans une autre dynamique, dans une autre organisation ou ailleurs dans la communauté. Donc, pour assurer, il faut vraiment être clair sur nos personnes bénévoles et rémunérées, salariées, importantes dans notre... Tout le monde est important, mais il y a des postes clés. Puis si ces postes clés-là, on perd 2-3 personnes en même temps, mais l'organisation peut être à risque. Donc, on doit réfléchir sur comment garder au moins les personnes les plus efficaces dans les sections les plus importantes. J'ai essayé de vous faire un petit tableau où est-ce qu'on parle d'une pratique. Donc, j'essaie de ramener des mots qu'on entend quand on parle de gestion de ressources humaines. Puis dans l'action concrète, qu'est-ce qu'on ferait? Quand on parle de dotation du personnel, donc, c'est vraiment là, c'est là qu'on se pose des questions sur comment combler tous les besoins de nos employés. On va faire l'analyse de l'emploi qu'on va donner à cette personne-là. On va faire la conception de l'emploi, donc la description de tâches, la description de l'emploi. On va aussi avoir tout le processus de recrutement, de sélection et d'orientation. Bien, cette action-là, des fois, c'est juste une page, puis on a étoffé ça, mais souvent, ça devient une page dans notre politique de gestion des ressources humaines. Donc, on peut, souvent, les organisations, quand on commence à avoir 1 ou 2 pages, puis c'est souvent la feuille sur la dotation de nos ressources humaines, et ça devient peut-être la première page de notre politique. L'autre pratique, je l'ai dit tout à l'heure, l'importance de former les gens. Si on veut constituer une équipe efficace, il faut former les gens, pas juste sur la tâche concrète, parce qu'on les a embauchés parce qu'ils devaient avoir des compétences par rapport à cette tâche-là, mais c'est la formation générale par rapport à l'organisation. Mais imaginez si on crée des espaces pour qu'ils se forment ensemble, tous les membres de l'équipe.
Hey, c'est la meilleure façon pour bâtir un travail d'équipe consistant. Le monde va avoir du plaisir à se retrouver autrement, pas juste dans la job au quotidien, mais aussi à découvrir le travail d'équipe. Donc là, ça, c'est pas juste quand la personne entre en poste. Quand elle entre en poste, c'est au moins une orientation de base et la formation sur la description de tâches puis nos attentes. Mais c'est de façon continue. Ça peut être à différents temps dans l'année, puis c'est pas des affaires de toujours 5 jours. Ça peut être 1 heure, 2 heures sur quelque chose qu'on a besoin dans notre organisation, mais on crée un espace où tout le monde va s'informer et se former en même temps. Une autre pratique, les rémunérations puis les avantages. Donc, c'est là qu'on va se donner dans notre politique. Puis il y en a qui ne l'ont pas, puis il y en a qui sont en train de les développer. On va vraiment avoir un régime de rémunération. On va développer une grille salariale. Puis ce qui est le fun de voir dans les organisations communautaires en Ontario-Français, on est une petite famille. Hein? Je regarde dans le milieu des arts présentement, il y a eu des outils qui ont été partagés au niveau du milieu du théâtre, avec le milieu des arts de la scène, tout ça. Il y en a qui avaient travaillé sur une grille salariale, ça a inspiré d'autres mondes, puis ils ont fait leur propre grille en fonction de leur contexte. Nous, on le fait, je reviens au Centre sportif, on le fait avec des organismes de la même nature que nous, parce qu'à un moment donné, il faut comparer les pommes avec les pommes. Puis, ils nous ont transféré des outils qu'on a adaptés à notre contexte. Mais quand on adapte ces outils-là, il faut toujours pas oublier de respecter les règlements et les lois en vigueur, parce que des fois, on reçoit des outils qui ne respectent pas les règlements et les lois en vigueur. Donc, on peut s'inspirer de ces outils-là, les adapter à notre contexte et faire une dernière vérification pour s'assurer que ces outils-là respectent les lois et les règlements en vigueur. Mais c'est là aussi qu'on va clarifier dans les rémunérations et les avantages sociaux, si on donne des bénéfices. Est-ce qu'on va mettre en place un régime de retraite pour les employés où nous, comme employeurs, on va contribuer? Ou collectivement, on va le créer. Nous, on ne peut peut-être pas contribuer parce qu'on n'a pas les moyens comme organisation, mais on peut créer un contexte avantageux pour que les gens colligent leurs ressources dans un régime de retraite collectif. Donc, la pratique, c'est la rémunération et les avantages. Dans les actions, c'est tout ça. Imaginez si vous l'écrivez, ça aussi, ça devient 1 ou 2 ou 3 pages dans votre politique des ressources humaines. L'organisation du travail, c'est aussi la gestion des ressources humaines, comment on va établir une relation efficace des employeurs et les employés. C'est là qu'on va avoir des plans d'action, des plans de travail, un mécanisme de supervision. Tu sais, quelqu'un fait un job, mais elle a un superviseur ou une superviseure qui va de temps en temps voir si ça va bien. On va se donner des mécanismes pour gérer le rendement. Donc, on va faire des évaluations. Le délai, c'est dans 3 mois. Tu es rendu où? On avait prévu d'être rendu à telle tâche à ce moment-ci, telle tâche dans 6 semaines et tout ça. Est-ce qu'on suit le bon plan? On va se donner une politique de résolution de conflits parce qu'un conflit peut vraiment mettre du sable dans l'engrenage. Ça peut même tellement ralentir notre organisation, même des fois freiner bien nos projets parce qu'on a un conflit qui persiste au sein de l'organisation et on ne sait pas comment le régler. Des mesures disciplinaires. Puis ça, je leur dis, là, c'est pas juste les ressources rémunérées, mais c'est les ressources bénévoles aussi. Un membre du CA qui ne travaille pas en fonction de la vision, la mission, les valeurs, qui vient à la réunion du CA, qui ne respecte pas le décorum du CA, qui ne lit pas, qui ne se prépare pas pour aller aux réunions, qui fait du trouble, qui prend de l'information confidentielle puis ramène ça dans la communauté. Tout ça, là, quand quelqu'un fait ça, il doit avoir des mesures disciplinaires dans nos règlements administratifs, puis sans doute aussi dans notre politique de gestion des ressources humaines. Puis s'il n'y en a pas, ni un ni l'autre, bien, il y a de quoi dans la loi des organisations sans but lucratif qui nous dit que le monde, là, dans notre conseil d'administration, qui ne font pas leur job en respect de toutes sortes de choses au sein de l'organisme, bien, il peut y avoir des mesures disciplinaires. Nous, on l'écrit dans nos textes habituellement. Mais si on avait oublié, on peut se référer à la loi. Comment on va mettre à pied quelqu'un, donc le processus de cessation d'emploi, puis comment on va administrer de façon courante les ressources humaines, faire les chèques, puis le suivi, puis des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment si on fait tout ça, on alimente une relation efficace entre l'employeur et l'employé. Une autre pratique, c'est la gestion du milieu de travail. Bien, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui travaillent sur cet élément-là. Oui, on veut aménager un bon milieu de travail. Beaucoup de petits bureaux avec même peu de ressources ont réussi à créer des espaces très créatifs au sein de nos organisations communautaires. Mais est-ce qu'on se pose la question
dans nos actions concrètes sur la flexibilité qu'on devrait donner à nos employés. Et on leur demande de faire du temps supplémentaire le soir, des fois de venir la fin de semaine parce qu'on va faire un spectacle le vendredi soir. Comment on peut gérer tout ça? Est-ce qu'on va leur donner de la flexibilité pour au-delà des congés, de reprendre certains temps à des moments où ils en ont besoin, ou pour leur aider à faire la conciliation travail-famille parce qu'ils sont tellement engagés dans leur travail? Est-ce qu'on se questionne sur la santé et la sécurité au travail? Puis si oui, si dans notre contexte, comme exemple, si on gère un centre culturel, puis qu'on a des espaces, puis qu'il y a un système de son, puis il y a des éclairages, puis qu'on peut jouer là-dedans, puis que une lumière peut tomber sur quelqu'un. Donc, c'est quoi notre politique pour gérer nos espaces pour que ça soit sécuritaire? Donc, encore là, ça peut être un élément dans notre politique. Et le climat social. Quel genre de climat on crée au sein de nos organisations? Encore là, quand on précise peut-être un petit paragraphe sur chacun de ces éléments-là, et ça devient une ou deux autres pages dans notre propre politique de ressources humaines qui nous ramène à l'organisation de la gestion de nos ressources humaines. Petit quiz. Là, je ne vous montre pas les réponses. Donc, la première question, vous devez me dire si c'est oui ou non. Est-ce que quand vous évaluez pour contrôler ou forcer quelqu'un à faire ce qu'on veut? Ou quand vous évaluez, est-ce que c'est une façon de l'aider à améliorer la qualité de son travail? Ou quand vous évaluez, est-ce que vous voyez ça comme une opportunité de développement professionnel de la personne qui va être évaluée? Ou quand vous évaluez, est-ce seulement un outil que l'on utilise uniquement lorsqu'on est insatisfait du travail et qu'on espère, qu'on désire congédier la personne? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, si vous avez répondu non, oui, oui, non, on est vraiment dans une logique de gestion saine des ressources humaines. Puis j'ai écrit le dernier, hein, c'est tellement une réalité. Moi, il y a du monde qui me dit on ne fait plus confiance à cette personne-là, on ne sait pas comment le mettre à pied, on va juste, elle est due pour son évaluation, on va y en faire une, mais là, on y rentre dedans, puis on va le clairer, on va le mettre à la porte. Mais écoutez, ce n'est pas une logique qui s'inscrit dans une saine gestion des ressources humaines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la règle du baseball, normalement, quand on a une problématique avec quelqu'un, on ne laisse pas traîner ça jusqu'à l'évaluation. On essaie de le traiter, de l'aborder, de donner la chance au coureur de s'améliorer dans son travail. Et l'évaluation ne devrait jamais, au grand jamais, servir pour clairer quelqu'un, mettre quelqu'un à pied, de le congédier. Et en plus, l'évaluation, ce n'est pas le moment non plus pour dire regarde, là, à partir de maintenant, là, tu devrais faire ça, puis contrôler ce que la personne fait. C'est pas dans cette logique-là non plus qu'on va faire de la saine gestion. En plus de tout ce que je vous ai dit, c'était 4 questions un peu pour voir comment vous vous positionnez, mais si vous avez eu 2 questions du milieu avec un gros oui, on est sur la bonne piste. Une politique de ressources humaines. Donc, vous avez vu tout à l'heure toutes les actions que je vous suggérais de développer un peu, comment que ça se vit dans votre organisation, comment vous faites, là si je retourne un peu en arrière, la gestion de votre milieu de travail, la gestion des ressources humaines, la rémunération. Quand on travaille là-dessus et qu'on a une page ou 2 sur chacun de ces éléments-là, on commence à avoir une politique de ressources humaines à notre couleur, à notre style, à la culture de notre organisation. Puis peut-être que nous autres, on va avoir des éléments qui ne sont pas dans une autre organisation parce que c'est comme ça qu'on a choisi de travailler ensemble. Donc, une politique des ressources humaines, en gros, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est pour qui, puis qui la fait. Normalement, toutes les politiques au sein d'une organisation sont faites par la direction générale et le conseil d'administration ensemble. Des fois, c'est juste le conseil d'administration, les bénévoles, ils travaillent, puis après ça, ça va être adopté au CA. Mais plusieurs politiques, encore là, vu qu'on veut aller chercher nos employés d'une autre façon, puis de les engager, puis développer ce sentiment d'appartenance-là. Plusieurs organisations ont développé leur politique de ressources humaines en impliquant les salariés aussi et même les bénévoles pour avoir leur feedback, pour avoir leurs commentaires, puis en ayant plus d'une paire de lunettes, plus d'une expertise autour de la table, mais ça fait en sorte que notre politique est juste meilleure, vraiment à l'image de notre organisation. Donc ça vient de la boîte à outils des ressources humaines du CSMO, qui est une organisation au Québec, mais leur outil est vraiment, vraiment très performant et gratuit en ligne. Je vais mettre l'ensemble du guide accessible à l'équipe de l'AFO, mais c'est juste pour vous donner qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les éléments essentiels. Donc, les éléments de base, puis après ça, vous pouvez toujours ajouter des éléments. Donc, on explique c'est quoi la politique, la raison d'être de la politique, pourquoi on s'en est donné une, les objectifs, les principes,
toutes les procédures, dotation, évaluation et sélection, autant des personnes rémunérées. Puis si on fait une section pour les ressources humaines bénévoles, il y aura aussi des éléments. Puis tout le processus d'évaluation, de rétention, de valorisation. Ça, c'est des éléments clés, mais dans la boîte à outils, encore là, des exemples. Mais la meilleure façon, c'est aussi peut-être demander à une organisation qui en a une belle politique de ressources humaines et de leur demander si vous pouvez en avoir une copie. Mais moi, j'en mettrai des exemples aussi en ligne et vous pourrez aller puiser là-dedans. Donc, si on a une politique, si on s'est aligné sur plusieurs des éléments que je vous ai mentionnés tout à l'heure, on peut vraiment créer le plan de gestion des ressources humaines. Puis le plan des ressources humaines, bien, c'est la politique et tous ces éléments-là. Le principal objectif dans le plan, ça va être de décrire les ressources nécessaires, en argent, en personnes et tout ça, les compétences et les expériences nécessaires, la façon dont les ressources sont embauchées, le temps, le moment, la façon qu'on gère, qu'on documente les ressources, qu'on utilise les ressources. Donc, dans le fond, ça ramasse plusieurs des éléments que je vous ai dit tout à l'heure. Et si on reprend tous ces éléments-là qu'on a développés depuis le début de la formation, module 1, module 2, bien, puis qu'on met tout ça en forme, pour répondre à ces éléments-là, on a notre plan de gestion des ressources humaines au sein de notre organisation. Je vous parlais d'une autre ressource que j'avais créée tout à l'heure dans le module 1, c'est le guide de gestion des ressources bénévoles. Dans ce guide-là, vous aurez les grands principes de la gestion des bénévoles, les bénéfices de faire du bénévolat au sein des organisations, un volet de dotation. Mon Dieu, il y en a qui se poseraient la question, pourquoi un volet de dotation pour des ressources bénévoles? Ben oui, il faut se poser la question parce qu'il faut se faire une description de tâches, il faut se donner une façon de bien accueillir et intégrer, il faut se donner une façon d'évaluer ces ressources-là aussi si on veut leur donner la chance de s'améliorer, d'avoir le goût d'en faire plus au sein de l'organisation. Peu de monde le font, mais beaucoup d'organisations qui l'ont fait ont vu non pas des bénévoles quitter l'organisation après quelque temps, mais au contraire des bénévoles qui ont grandi avec l'association, qui ont peut-être été rentrés comme bénévoles lors d'un spectacle, d'une réunion et tout ça, puis qui éventuellement se sont retrouvés sur un comité de travail, puis éventuellement sur le conseil d'administration, puis peut-être même à la présidence de votre organisation. Imaginez, là, quelqu'un qui a vraiment vécu cet engagement-là, bénévole à toutes les étapes, puis qu'elle connaît la saine culture de votre organisation, puis les outils que vous avez en place pour bien gérer ensemble, ça fait des présidents et des présidentes super compétents. Puis, dans l'annexe de ce guide-là, j'ai des descriptions de tâches, des questionnaires d'entrevue avant qu'on recrute puis qu'on donne une tâche à quelqu'un et après pour évaluer son travail, donc la grille d'évaluation. J'ai même un exemple de convention d'engagement. Quand je travaillais à Val-de-Neige, il y a bien des années, dans l'événementiel, avec la Commission de la capitale nationale, tous nos bénévoles signaient un contrat d'entente, une entente, une convention d'engagement comme bénévole, puis où est-ce que sur papier, il y avait des attentes claires, puis il y avait les tâches, puis la personne le signait, puis le superviseur des bénévoles le signait aussi. Bien, on en gérait des milliers, puis imaginez, on prenait le temps de faire cette ressource-là, puis on faisait une session d'information avec une période de questions pour s'assurer que tout le monde était bien aligné. Mais ça marchait, puis on gérait des milliers de bénévoles. Donc, même si le nombre est plus petit, des fois, ça demande juste une bonne session, des bons outils. Vous n'avez pas besoin de réinventer le bouton de 4 trous. Vous pouvez vous servir de ressources qui existent déjà, les adapter avec votre logo. Toutes les ressources que je vous partage, je les rends libres de droit, donc vous pouvez les reproduire à votre guise. Mais vous, avez-vous des idées pour recruter et fidéliser vos bénévoles? Qu'est-ce que vous faites pour les attirer, les recruter, mais surtout les fidéliser? Hein? On investit du temps à les attirer, mais les garder au sein de notre organisation, au moins le temps qu'ils ont le goût de s'impliquer. Qu'est-ce que vous faites? Puis là, je vous invite encore là d'écrire en ligne si vous avez des idées, puis on pourra les lire. L'autre outil qui est vraiment excellent, c'est la gestion des ressources humaines, initiative de l'économie sociale et action communautaire au Québec. C'est un outil gratuit en ligne avant de vous lancer. Il y a tous les aspects que j'ai aussi touchés avec vous, mais avec plus de détails, avec des exemples et des outils et des exercices. Dans ce bloc-là, je parlais aussi des conflits. Mais juste avant, est-ce que Mélanie, il y en a qui ont écrit des idées de recruter, de fidéliser? Donc, on va inviter le monde à lire le guide et de rester dans le ton de tout ce qui a été partagé jusqu'à maintenant. Donc, quand on parle de conflits au niveau des ressources humaines, bon, premièrement, en avez-vous dans vos organisations?
Vous êtes chanceux, hein? On n'est pas dans la même salle, je ne peux pas voir votre non-verbal, donc je ne sais pas si vous faites, vous clignez des yeux, vous faites un signe de tête, si vous y pensez, parce que dans le fond, peut-être que vous avez entendu qu'avant que vous vous impliquiez ou que vous travaillez dans l'organisation, il y a déjà eu un conflit il y a bien longtemps, puis vous êtes juste chanceux ou chanceuse qu'il n'y en ait pas depuis longtemps, mais mieux vaut se donner un outil pour gérer les conflits quand ça va bien, que d'avoir les deux pieds dedans et de ne pas savoir comment gérer ça, puis que ça devienne une genre de patate chaude qu'on ne sait pas comment la gérer puis comment la jongler. Donc, il y a différentes causes ou types de conflits. Il y a premièrement le conflit interpersonnel avec soi-même. Tu sais, je travaille dans une organisation, je donne mon temps, je reçois une paye, mais en même temps, tous les jours que j'arrive là, je suis contre la mission de cet organisme-là. Je n'ai pas le goût de travailler là-dedans, mais j'ai besoin d'une job. Donc, ce conflit-là interpersonnel, je travaille à une place, je n'ai pas le goût d'être là, mais j'ai besoin de salaire. À un moment donné, ça peut faire ça peut créer une situation problématique. Le conflit interpersonnel, 2 personnes, 3 personnes au sein de la même organisation, il y a un conflit, on ne le gère pas et le conflit peut commencer à s'agrandir, surtout si il peut se créer des clics. Donc, conflit intergroupe, ça peut commencer par des individus. Les individus vont aller chercher des alliés dans l'équipe. Ça peut devenir un conflit entre des groupes de personnes au sein de la même organisation. Puis je le disais tout à l'heure, ça peut être 2 personnes, c'est 2 petits groupes, mais ça peut créer des clans au sein de l'organisation. Là, c'est difficile de rester dans le positif, dans construire ensemble puis travailler ensemble si en plus, on a à gérer 2 gangs dans le même organisme qui ne rament pas à la même vitesse puis dans la même direction. Un conflit de type structurel au niveau de l'organisation. Tu sais, comme les gens ne connaissent pas tout leur rôle, leurs responsabilités, ils sont sous conseil d'administration, ils s'ingèrent dans l'organisation. Vous savez, quand on dit les bénévoles du conseil d'administration qui rentrent dans la cuisine, donc ils viennent dans l'organisation puis ils se mêlent de ce qu'ils ne devraient pas se mêler parce que c'est les gens qui travaillent dans l'organisation qui devraient vraiment gérer le quotidien de l'organisation. Puis quand on ne sait pas nos rôles, responsabilités, puis qu'on pile sur les pieds des autres, c'est un conflit de type structurel et de type gouvernance. Donc, comment on gère ça au niveau de l'organisation? Donc, on peut le reconnaître, puis peut-être qu'on va avoir des stratégies particulières. C'est sûr que si c'est au niveau des rôles et responsabilités, on va se donner peut-être une formation en gouvernance pour clarifier les rôles et responsabilités. Puis pas juste avec le CA. Il y a peut-être une partie de la formation qu'on va le faire avec les employés cadres pour s'assurer qu'on comprend le rôle et les responsabilités du CA et la complémentarité du rôle de la direction générale et des autres employés pour continuer à marcher ensemble, travailler ensemble et non pas être dans une situation conflictuelle. Conflit de type idéologique. J'ai mentionné tout à l'heure la mission au niveau d'un conflit interpersonnel. Là. Je ne suis pas à l'aise de travailler dans cette organisation-là parce que je n'aime pas ce qu'il fait. Mais des fois, c'est vraiment au niveau de la cause. On ne croit pas dans l'idéologie, dans la cause, la mission, la vision de l'organisation. Conflit lié à des problèmes de communication. On ne m'informe jamais. On ne me donne jamais de l'information. Moi, là, je suis laissée pour compte. Ils décident tout, puis ils me donnent juste un petit peu d'informations pour qu'on vote comme eux autres. Écoutez, quand on entend ça dans nos organisations, c'est un conflit de communication. On a beau se donner des fois tous les outils pour bien communiquer, ça ne veut pas dire qu'on communique la bonne information et de la bonne façon aux bonnes personnes. Puis quand les gens commencent à parler comme ça, c'est qu'on a l'émergence d'un conflit de communication. Donc, la gestion de conflit, il faut d'abord... Le conflit nous met, bien c'est sûr, d'abord, comment on se sent quand il y a un conflit? C'est sûr que ça nous met dans tous nos états. Des fois, on perd tous nos moyens. Des fois, on ne sait pas comment prendre le conflit, par où on commence pour le gérer. 1, pour le comprendre. 2, pour respecter tout le monde impliqué là-dedans, parce qu'on ne veut pas non plus faire plus de problèmes. On veut trouver des solutions pour régler le conflit. Mais si on garde le conflit, quelle que soit la nature du conflit, qu'on se dit, comme la vague de tout à l'heure, on va attendre là, dans quelque temps, la vague va être passée, le conflit va être passé. Bien, le conflit, quel qu'il soit, n'est ni destructeur ni constructif. Ça peut nous garder à la même place. On va peut-être être dans un espace où on ne va pas continuer à grandir ou, en tout cas, c'est pas bon. Moi, j'ai même entendu dans une organisation, puis je l'ai entendu 2 fois, donc c'est pas... une fois, je me suis dit, c'est l'exception qui fait la règle, mais je l'ai entendu une 2e fois, parce qu'on a dit qu'une des problématiques, c'était le vieillissement de la population. J'ai entendu des organismes dire, on a un gros problème, mais écoute, dans quelques années, là, on l'aura plus, il va mourir. Ben là, excuse, là, mais on ne peut pas tolérer ça. Imaginez pendant le temps qu'on a le problème à cause qu'on n'a pas trouvé la façon de le gérer.
bien là, tout d'un coup, on perd des bonnes personnes qui sont sur le CA ou qui viennent travailler comme membres de notre équipe de travail, puis qui ont des compétences à mettre à contribution. Puis tout d'un coup, on les perd parce qu'on n'est même pas capable de gérer le conflit à l'interne. Donc, il faut agir quand il y a un conflit. Ça, c'est un tableau qui vient de la boîte à outils. J'ai trouvé ça génial parce qu'ils ont essayé de nous expliquer, si on ne fait rien, là, on sait qu'il y a un malaise, on sait qu'il y a un conflit, on ne sait pas d'où ça vient, puis on ne prend surtout pas le temps, on ferme nos yeux, puis on bouge nos oreilles, puis on espère que ça passe. Qu'est-ce qui arrive? Puis ça, ils ont fait une escalade du conflit au sein des organisations communautaires. Quand je disais, là, quand on ne fait rien, qu'est-ce qui pourrait arriver? Premièrement, au tout début, quel que soit le conflit, bon, les gens dans l'équipe, bénévoles ou rémunérés, commencent à être de plus en plus frustrés. Il peut y avoir des divergences d'opinion qui avant on n'entendait pas, mais là, ça commence à se dire à voix haute. De plus en plus, les gens deviennent indifférents. Il y a un problème, on ne le règle pas, je rentre, je fais juste mes heures, mais vraiment, je retourne chez nous. C'est pas sain de rester là, donc il y a une indifférence. Mais c'est relativement contrôlé. Les gens continuent quand même à faire leur job. À un moment donné, on ne se parle plus. Parce que, anyway, même si on se parlait, on ne se comprend pas, puis ça n'avance pas dans la résolution de conflits. Le conflit, on essaie de l'éviter. Après ça, ça devient une genre de petite guerre froide. Donc, il y a un froid dans l'équipe, le monde ne se parle plus. Puis à la fin, c'est une guerre ouverte. Là. Ça va dans les journaux. J'ai vu des organisations où est-ce que ça a même été en cours en Ontario français. Là. Puis pas juste une fois, c'est arrivé 2, 3 fois, puis peut-être plus, parce que je ne connais pas tout. Ça devient vraiment une guerre ouverte où les deux gangs se confrontent, mais publiquement. Ça ne va pas toujours en cours, mais des fois, ça va jusque-là. Donc, ce que j'aimais avec cette escalade-là, c'est qu'à n'importe quel temps, parce que des fois, on ne se réveille pas très vite, on sent qu'il y a un malaise, on ne sait pas d'où ça vient, on veut prendre le temps d'essayer de comprendre, puis on sait qu'on ne peut pas juste improviser la compréhension de ce malaise. On va falloir s'asseoir et essayer de voir d'où ça vient, qui en fait partie, parler à du monde, essayer vraiment de faire du ménage là-dedans pour résoudre ce conflit-là. Donc, 8 étapes pour résoudre votre conflit. Plus tôt que tard. Identifier c'est quoi la situation conflictuelle. Ça peut être vous qui en avez une très bonne lecture, vous êtes directrice générale ou directeur général, vous êtes présidente du CA, vous sentez que vous avez une bonne lecture, mais si vous n'aviez pas la bonne lecture, comment vous pouvez vous assurer d'avoir la bonne lecture? Pas juste vous, mais l'ensemble de votre équipe. Qu'on ait la même lecture de la situation conflictuelle. Quand on sait que c'est quoi le problème, si c'est entre deux personnes, peut-être qu'on va trouver un médiateur, une médiatrice au sein de l'équipe qui est neutre, puis les deux personnes ou la personne qui est concernée pour intervenir dans la situation. Donc, on va trouver un mécanisme de comment résoudre le conflit. Là, on va vraiment essayer de trouver toutes les parties impliquées dans ce conflit-là. Parce qu'ils doivent être impliqués non pas juste dans le problème, dans le conflit, mais aussi dans la solution. On ne peut pas régler un conflit interpersonnel, puis là, il est rendu avec 2 clans au sein de notre organisation, puis on va juste régler ça avec les 2 personnes qui nous semblent les instigateurs et les instigatrices. Non, ils ont créé des gangs. Il faut vraiment travailler avec l'ensemble de ces personnes-là qui font partie des parties prenantes du conflit. S'assurer qu'on a la même lecture des enjeux, qu'on comprenne les émotions. L'humain est humain, là. On ne parle pas avec des ordinateurs, qu'on va mettre 4 ordinateurs dans une même salle, puis qu'on allume le bouton on, puis ça va se régler. Non, 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 on parle d'humain. On arrive là avec notre rationnel, notre logique, nos émotions, notre vécu, notre référence, notre lecture. Puis il faut s'assurer que cette lecture-là devienne une lecture commune de la situation problématique. On analyse après ça le conflit. Donc, on essaie de le comprendre. On définit ensemble le processus d'intervention. Si on a impliqué une personne hors de nos équipes, une tierce partie, un médiateur, une médiatrice, cette personne-là va avec nous définir le processus d'intervention. On va vérifier la volonté des parties à résoudre les conflits. Si vraiment on a 2 gangs, il y a une gang qui est prête à travailler sur la solution, puis l'autre gang n'est vraiment pas prête. Ils lâcheront jamais le morceau. Ils ne veulent même pas s'asseoir avec l'autre partie. Bien, dites-vous qu'un scénario comme ça, sans doute qu'il y a des gens qui vont quitter l'organisation, puis c'est sans doute pour le mieux de l'organisation.
ça, c'est juste l'expérience qui me dit ça, parce que quand je l'ai déjà vécu, j'avais juste peur de perdre tout le monde du bateau, puis que là, on se retrouve tout seul dans le bateau, ou peut-être pas avec les bonnes personnes. Puis vraiment, faut vraiment s'assurer que quand on confirme le processus pour résoudre le conflit, que tout le monde a la volonté de le résoudre, ce conflit-là. Puis là, après ça, toutes les parties engagées, bon, on active le processus de résolution de conflit. Donc, tout ce qu'on a identifié de ce qu'on va faire, qui va le faire et comment on va le faire, là, on le met en œuvre. Puis finalement, dans notre processus de 8 étapes, on conclut et on assure un suivi de l'entente. On s'est entendu sur quelque chose, on s'est entendu avec des nouvelles modalités sur comment on va travailler ensemble, comment on va gérer ensemble. Si on a un tel genre de conflit, comment on va le résoudre la prochaine fois. Mais là, on l'a résolu, le problème, le conflit qu'on avait. On en fait une conclusion. Autant qu'il fallait avoir une lecture commune au début du problème, avoir la même compréhension du problème, bien là, il faut avoir la même compréhension de la résolution du problème. Puis, c'est jamais mauvais d'écrire un petit bout de papier où est-ce que les parties signent, puis s'entendent que, mais à partir de maintenant, voici comment on va fonctionner. Donc, quel que soit le type de conflit, c'est un processus qui reprend. Je regardais, moi, dans ma pratique, comment on avait passé à travers certains conflits, puis comment on les avait résolus. Puis j'ai regardé d'autres études de cas, puis je voyais à peu près ces 8 grandes étapes-là. Donc, dans le module 3, on va parler de plan de relève, de succession et même de transition. Vous savez, même s'il y a des millions de personnes qui font du bénévolat puis qui travaillent dans les organisations à but non lucratif au Canada, nous, il nous faut un plan. C'est pas parce qu'on nous dit, il y a plein de monde qui cherche des places. Peut-être ce monde-là, ils sont pas dans mon quartier, ils sont peut-être pas dans ma ville, ou ils sont peut-être, puis on n'a pas encore notre stratégie pour les rejoindre. Mais c'est quand même des statistiques impressionnantes. Quelques 13,3 millions de Canadiens et Canadiennes donnent généreusement 2,1 milliards d'heures chaque année, soit l'équivalent de 1,1 million d'emplois à temps plein. Hey, c'est une valeur, ça. Tout ce travail-là fait par des bénévoles, c'est une ressource, c'est un capital social d'envergure. Si vous voulez aller voir d'autres statistiques, je vous ai aussi mis les liens. C'est l'enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation. Puis il y a d'autres référents, même sur la valeur des emplois créés dans les organisations. Donc, tout ça, si on parle de transition, planification, gestion de la relève, il nous faut un plan. Est-ce qu'on crée un autre plan à côté ou ça sera des petits chapitres à l'intérieur de notre plan de la gestion des ressources humaines? Ça risque d'être des petites sections dans notre plan de gestion des ressources humaines. Puis souvent, on ne les a pas travaillées tant qu'on n'arrive pas à cette situation-là d'avoir un problème de dire « Oh là là, notre direction générale qui est là depuis 15 ans va quitter. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas qu'elle quitte. Non, il ne faut surtout pas qu'elle quitte. On va trouver une façon d'alléger sa tâche. Mais on sait qu'elle ne va pas l'alléger, sa tâche, parce qu'elle est tellement passionnée, elle va encore faire des heures de fou. Donc, on peut étirer ça un petit bout de temps, mais nous, dès que cette personne-là nous dit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, écoutez, gang, je vais prendre ma retraite. Pas je vais changer d'emploi, je veux vraiment prendre ma retraite, je veux passer à autre chose. Ou peut-être, oui, je veux m'en aller ailleurs. Quelle que soit la raison, dès que la personne lève un peu le drapeau jaune, puis si elle lève le drapeau jaune assez longtemps à l'avance, c'est parce qu'elle aime l'organisation. Parce que la loi nous dit qu'elle aurait pu juste vous donner le nombre de semaines d'avis, puis vous prendre de cours, puis du jour au lendemain, vous perdez une personne capitale au sein de votre organisation qui fait du travail important. Donc, quand entend-on par relève dans nos organisations? De qui on parle? Puis le mot relève, moi, c'est le genre de mot qui me donnait des boutons pendant des années, jusqu'à temps que je me suis mis à l'explorer davantage. Puis, qui va vraiment planifier et développer le plan de relève? Donc, le plan de relève, il va être développé ou planifié, mis en œuvre par le conseil d'administration avec souvent l'aide de la direction générale, puis avec aussi, sans doute, peut-être avec des experts ou des lectures ou des formations. Mais le mot relève, je veux vraiment l'éclater. Premièrement, souvent, on dit la relève, c'est les jeunes. Oui. Puis les jeunes, ils disent, on n'est pas la relève, on est présent aujourd'hui, puis on va être actif aujourd'hui. Quelle que soit notre contribution, on va être reconnue comme telle. Ils peuvent être la relève s'ils prennent une certaine fonction au sein de notre organisation, mais c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont la relève. La relève en communauté francophone en Ontario, ça peut être aussi des immigrants et des immigrantes qui souhaitent s'impliquer dans leur terre d'accueil. Puis qu'on le sait, là, n'ayant pas d'expérience en sol canadien, de faire du bénévolat, ça peut être reconnu comme une expérience en sol canadien. Ils vont découvrir comment ça marche. Ils vont rencontrer des gens, ils vont se bâtir des réseaux.
Puis si c'est bon pour nous, ça nous a aidé, nous, comme personnes, à se trouver des emplois, à cheminer dans la société, à devenir des meilleures personnes, imaginez, c'est bon aussi pour eux. Puis pour elles, ces personnes-là qui arrivent dans la société, donc la relève dans nos organisations, c'est aussi les immigrants et les immigrantes qui souhaitent s'impliquer. Ça peut être aussi les femmes qui ont fait, je dirais aussi femmes et hommes, mais c'est majoritairement les femmes qui, encore aujourd'hui, quand elles ont des enfants, choisissent de passer plusieurs années à la maison, puis qu'elles vont avoir le goût de retourner sur le marché du travail. C'est une relève, ça aussi. La personne, elle peut arriver avec 42 ans, puis être une relève au sein d'une organisation parce qu'elle va appliquer un poste, puis elle va découvrir en le faisant, et des choses comme ça. Mais j'ai vraiment écrit femme parce que c'est majoritaire, mais ça change. On voit de plus en plus d'hommes qui prennent des congés parentaux, qui, eux, vont rester un petit peu plus longtemps aussi à la maison, puis eux aussi se retrouvent à la même place. De dire comment je vais me trouver un emploi par la suite, puis ils peuvent devenir la relève au sein d'une organisation dans des postes clés. Des personnes de tous les âges. Puis là, je rajoute, ça peut être des jeunes retraités. Ils ont pris une retraite, pour quelle que soit la raison. Ils étaient épuisés de faire le travail qu'ils faisaient. Ils prennent une retraite, mais ils ont encore besoin d'un revenu. Ils sont encore en forme, ils veulent être actifs. Ça fait partie de notre scénario de relève dans nos postes clés au sein de nos organisations. Imaginez, là, ils ont été formés ailleurs. Là, ils arrivent avec tout un bagage, toute une expérience. En plus de ça, des fois, ils font déjà du bénévolat dans la communauté, puis ils peuvent être intéressés à trouver un emploi dans nos organisations. Est-ce que ce sera un emploi 5 jours par semaine? Peut-être pas. Mais imaginez la jeune famille qui aimerait travailler 3 jours semaine parce qu'elle cherche la conciliation travail-famille. Puis tout d'un coup, oups, tu as un jeune retraité qui aimerait ça faire les 2 autres jours semaine. Vous venez d'avoir un poste plein temps qui répond aux besoins des personnes et vous vous dotez d'une bonne ressource humaine pour travailler au sein de vos organisations. Et j'ai rajouté les personnes âgées. Ouais, quand on est personne âgée, on serait dû à se reposer, à avoir le plaisir dans la vie, mais tant aussi longtemps que les personnes âgées vont aussi faire partie des plus pauvres de notre société, c'est bien dommage, mais il y aura toujours des personnes âgées qui vont se trouver aussi de l'emploi. Et même s'ils ont l'âge de la retraite ou même qu'ils sont plus vieux que l'âge de la retraite ou plus vieilles que l'âge de la retraite, c'est des gens qui ont des compétences, des expériences et qui aimeraient aussi se trouver des emplois pour avoir un revenu d'appoint. C'est peut-être plein temps, c'est peut-être pas à plein temps, mais moi, quand je vois des gens, peut-être c'est leur choix de se retrouver dans une grande chaîne à vendre des beignes ou se retrouver dans une organisation avec des gens qu'ils aiment bien. Je dirais, je pourrais travailler quelques heures par semaine, quelques heures jour par mois et avoir le revenu d'appoint pour avoir une qualité de vie. Donc, le défi du mot relève, si on se fait une planification de la relève juste en ciblant les jeunes, premièrement, comme je vous le disais, les jeunes ne se voient pas la relève. Là. Les autres veulent être actifs maintenant. Donc, il faut trouver une façon de les impliquer dans nos organisations et de plus en plus d'organisations innovent dans ce sens. Et la FESFO et le REFO, les deux organismes jeunesse, peuvent vous donner des trucs sur comment impliquer les jeunes sur votre conseil d'administration, dans les processus d'embauche, dans les stages rémunérés et non rémunérés en lien avec les études, pour qu'ils deviennent de plus en plus des citoyens engagés et au-delà de leurs études, qui reviennent aussi dans la communauté ou dans le métier qu'ils vont vouloir ou la profession qu'ils vont vouloir. Mais soyez vraiment ouverts à la définition d'éclater. Parce que si vous cherchez des personnes compétentes pour du travail que vous avez besoin de faire au sein des organisations, c'est peut-être pas juste des jeunes qui vont les combler, c'est peut-être une variété de personnes que présentement on ne cible pas, ni par nos messages, ni par nos stratégies de recrutement, ni par notre encadrement. Et on passe peut-être à côté de très, très bonnes ressources dans notre communauté pour combler des postes clés au sein de notre organisation. Ça, c'est un exemple de planification et gestion de la relève. La source est inconnue. Je trouvais ça en ligne, mais ça disait c'était libre de droit et ça ne disait pas qui l'avait créé, mais ça présente vraiment les étapes, puis quand est-ce qu'on vraiment s'engage dans la planification de la gestion de la relève. Donc, ça s'inscrit dans la planification des ressources humaines, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, définir nos objectifs en ressources humaines, analyser notre contexte, évaluer l'écart entre les ressources qu'on a et nos besoins. Puis tout d'un coup, dans nos besoins, bien là, on va identifier les postes clés, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, puis on va essayer de repérer les employés intéressés. Donc, c'est une autre façon de monter une genre de trajectoire qui nous mène à développer le plan de gestion de la relève et d'intégrer des personnes. Moi, quand les gens me disent sur un conseil d'administration, « Ah, je vais attendre vraiment 2 ans, au moins 1 an, sinon un peu plus, pour comprendre tout ce qui se passe avant. Je vais voter quand je me sens à l'aise de voter, mais avant vraiment de prendre la parole. » Non, non, tu t'es impliqué aujourd'hui, là.
Dis-nous ce que tu as besoin pour jouer ton rôle plein temps. Oui, ça va te prendre peut-être 2, 3 réunions, mais prends pas 2 ans. On a besoin de ton apport maintenant. Les employés, c'est la même chose. Quelqu'un qu'on a embauché parce qu'elle avait tellement de compétences dans tel domaine, puis qu'on a besoin de ces compétences-là au sein de l'organisation. Mais ça, on attend qu'elle soit tellement bien dans sa job, puis que ça prend 6 mois, bien, on n'a peut-être pas consulté sur des éléments qu'on aurait pu la consulter pour améliorer des projets, des programmes, des services que l'on donne à notre communauté. Donc, il faut trouver des façons à engager les personnes plus tôt, quel que soit leur rôle dans notre organisation. Un examen de conscience par rapport à votre organisation, puis par rapport à votre attitude par rapport à la relève. Est-ce que notre organisation est accueillante et inclusive pour intégrer des bénévoles et des employés? Accueillante et inclusive. Moi, je peux vous dire, entre aujourd'hui et il y a 15 ans, où est-ce que c'était très blanc, d'un certain âge, et qu'on retrouvait la majorité dans ce genre de profil de personnes-là dans nos organismes, versus aujourd'hui, c'est pluriel, c'est diversifié, il y a une variété d'âge, une variété de compétences, une variété de passions. La majorité des organisations sont plus accueillantes et plus inclusives. Puis inclusif, ça veut dire par rapport à tous les postes au sein de l'organisation. Pas juste avoir tel type de personnes, mais dans les petits postes, commis de bureau, puis de secrétaire, puis d'avoir d'autres genres de profils de personnes ailleurs, de vraiment donner la chance à tout le monde. Mais il faut vraiment se poser la question pour continuer à améliorer nos pratiques en recrutement et en gestion des ressources humaines. Est-ce qu'on l'est vraiment accueillant et inclusif? Est-ce qu'on offre des postes de bénévoles et d'emploi? Est-ce que les offres de postes bénévoles et d'emploi sont motivantes? Des fois, je lis des descriptions de tâches, ils sont tellement dry, sont tellement logiques, parce que oui, on sait dans tel genre de poste, il y a ça, mais elle est où l'âme dans le poste? Où est-ce qu'on va aller chercher autant la tête, le cœur, les tripes des personnes qu'on mobilise comme bénévoles, mais aussi les personnes qui vont venir travailler dans notre organisation? Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi la façon de présenter les descriptions de tâches, qu'on attire des nouvelles personnes au sein de notre équipe. On voit des gens qui vont parler de compétences, d'habiletés, de description de tâches. Ils vont même rajouter en haut la mission de l'organisation pour situer le contexte. On voit que nos documents continuent à prendre d'autres formes, puis en mettant l'information qui nous permet d'aller accrocher la personne sur sa tête, sur son cœur, sur ses tripes. Puis dès le départ, l'information qu'elle reçoit, elle est juste. Puis ça nous permet de rendre nos offres de postes bénévoles et d'emploi beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus attractives, beaucoup plus motivantes. Les messages de recrutement, est-ce qu'ils sont clairs? Des fois, là, la description, on ne peut pas payer plus cher qu'une petite publicité gros de même. On a le titre, le numéro de téléphone, le lien avec le site Internet. Puis, on était tellement occupés qu'on a oublié de mettre la description de tâche en ligne. Mais c'est pas ce petit carré-là qui nous a coûté quand même peut-être cher, qui va peut-être nous permettre de rejoindre les gens. Il y a des sites maintenant en ligne pour annoncer des postes autant rémunérés que de bénévoles. L'AFO fait la promotion dans ses bulletins de postes un peu partout en francophonie. Il y a plusieurs secteurs d'activités qui font de la promotion. Il y a le Village quelque chose, Charity Village, qui offre aussi la possibilité. Puis ce qui est le fun, c'est si on met un poste en français, il y en a tellement pas beaucoup sur cette plateforme-là, mais il y a des millions de personnes qui la consultent. Donc, ces postes-là, si quelqu'un écrit une recherche en français, bien, nos postes vont arriver les premiers qui vont être suggérés. Il y a plein d'outils qui nous permet maintenant de donner l'heure juste. Mais donnez pas l'heure juste seulement en pensant qu'une description de tâche vous rend à juste valeur l'image que vous avez le goût de projeter pour attirer des bénévoles et des employés. Donc, vos messages de recrutement sont cruciaux. N'oubliez pas, là, c'est la petite hameçon au bout de la corde que je vous parlais au tout début du module 1. Si ce petit hameçon-là n'est pas de la bonne couleur, n'est pas lancé au fond du lac, à la bonne place, ben, les poissons ne vont pas la voir. Puis, ils vont regarder les milliers d'autres autour et très souvent, on passe à côté des très bonnes personnes. Comment rendre notre organisation attrayante, pouvant attirer de nouveaux et de nouvelles bénévoles et de nouveaux et de nouvelles employés? Comment on le fait? Est-ce qu'on se questionne à ce niveau-là? Puis si on se questionne, on traduit ça comme dans quel genre de stratégie pour rendre notre organisation attrayante? Qu'est-ce qui nous motive à faire du bénévolat ou travailler au sein de cette organisation-là? Tu sais, des fois, on essaye d'écrire des beaux textes. Puis moi, je dis souvent aux gens, ouais, mais attends un peu, reviens à toi.
T'es quoi, toi? Ah, t'es directrice générale, directeur général, agent de développement, ou t'es quoi, toi? Ah, t'es administrateur, administratrice sur le CA, t'es présidente, t'es en charge d'un comité. OK, qu'est-ce qui fait que tu t'impliques dans cette organisation-là? Et d'aller chercher cette information-là de qualité qui vient de l'expérience des gens. Qu'est-ce qui fait que telle personne a choisi d'appliquer, de soumettre sa candidature pour un poste-là, et quand elle a eu le poste, d'aller chercher la raison. Puis là, on va vraiment découvrir dans nos pratiques, dans nos textes, qu'est-ce qui a vraiment été l'hameçon qui a accroché les bonnes personnes. Puis on peut développer après ça nos textes de notre expérience, et non pas de juste plein de modèles en ligne, mais d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui marche chez nous. Que faisons-nous et devrions-nous faire pour recruter nos bénévoles et nos employés? Donc, c'est juste quelques questions pour un peu réfléchir sur comment vous le faites. N'oubliez pas de partir de votre expérience pour encore là développer vos outils de gestion. Et quand on parle maintenant de gestion de ressources humaines, je pense qu'on a fait le tour. Qu'entend-on par succession au niveau de nos ressources humaines? Mais encore là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui développe un plan de succession? Puis je vous le dis, rares sont les organismes qui ont un plan de succession avant que ça leur arrive une fois. Qu'une personne dans un poste clé nous dit qu'elle va quitter, puis que tout d'un coup on dit « Wow, il faut peut-être planifier la relève » ou c'est peut-être pas le mot relève, là, c'est peut-être comment planifier à remplacer ce poste-là avec une personne avec autant de compétences. Peut-être pas autant d'expérience au sein de l'organisation, mais autant de compétences que l'on cherche. Donc, pour élaborer un plan de succession, encore là, la première chose à faire, c'est qu'on va identifier les postes clés dans notre organisation. Je vais vous donner l'exemple de la Fromagerie Saint-Albert. Ils ont fait un plan de succession il y a bien des années pour le poste de direction générale et le poste de la personne en charge de toute la comptabilité. Ils ont dit, si on perd un ou l'autre dans le développement et la croissance de notre coopérative, puis qu'on n'a pas de remplacement de grande qualité, de grandes compétences, on met notre coopérative à risque. Une autre organisation, c'est peut-être, vu qu'elle fait beaucoup, elle est beaucoup dans le milieu des arts et de la culture, c'est la programmation artistique et culturelle. Donc, ce sera peut-être la coordination de notre organisation, puis la responsable ou le responsable de la programmation artistique. On sait que si on perd cette personne-là, on perd des connaissances, un savoir-être, un savoir-faire, un savoir dans le domaine des arts qui ne sera plus là. Puis du jour au lendemain, ce qu'on faisait bien, on peut devenir très médiocre à le faire. Donc, ça dépend de nos organisations, mais il faut essayer de trouver dans notre organisation quels sont les postes clés que si demain matin, la personne quittait, ça nous met à risque comme organisation. Et selon ces postes-là, c'est là qu'on va planifier vraiment tranquillement un plan de succession. Dans le plan de succession, quand on a les postes clés, il faudrait identifier vraiment les compétences, les traits de personnalité requis pour occuper ces postes-là. Donc, on ne tombe pas juste dans la description de tâches. Pourquoi qu'il faisait que cette personne-là, on trouve qu'elle est dans un poste clé, c'est qu'elle arrive avec son bagage, ses compétences, son expérience. Elle livre au niveau de la description de tâches, mais elle amène sa passion, son engagement et tout ça. Donc, c'est là qu'on va chercher, oui, est-ce que la personne a l'expérience et les compétences pour combler la description de tâches? Puis est-ce que les traits de personnalité pour rentrer dans l'équipe qui est déjà en place, pas devenir un éléphant dans une bijouterie ou un magasin de porcelaine, mais va devenir vraiment un acteur ou une actrice clé qui ne va pas ralentir l'organisation, mais qui peut embarquer dans un train en mouvement en respect des ressources qui sont déjà là. Là, après ça, quand on a déterminé les compétences et les traits de personnalité, il faut regarder. On a peut-être déjà des gens dans l'équipe qu'on n'a pas développé ce potentiel-là, mais qui sont comme des diamants bruts. Ils sont peut-être dans la tâche, exemple, de la comptabilité, mais cette personne-là était toujours comme dans l'appui à la direction générale. Puis tout d'un coup, après quelques années, cette personne-là a développé toutes sortes d'autres compétences, pas juste la gestion financière, mais elle comprend tous les rouages de l'organisation. Puis que si on lui donnait une formation de plus, puis un encadrement de plus, ça peut devenir la meilleure personne qui pourra assumer la direction générale. Donc, il faut regarder les candidats potentiels d'abord au sein de notre organisation, parce que ça pourrait être au sein de notre réseau de bénévoles, au sein de notre équipe. Puis là, on peut ouvrir puis bâtir une liste de prospects. Écoutez, quand on veut faire un plan de succession, c'est idéalement quand on cible une ou deux personnes,
c'est aussi de trouver une façon de l'impliquer, cette personne-là, plus tôt que tard dans l'organisation, même si c'est pas dans le poste même, c'est l'amener dans l'organisation pour pouvoir vraiment l'intégrer dans ce plan-là de succession. Puis là, encore là, on va chercher d'autres personnes si on n'a pas trouvé à l'interne ou autour de nous pour vraiment avoir un bon groupe de personnes pouvant combler le poste. Puis là, on va évaluer tant en expérience, en compétences, en traits de personnalité pour trouver une personne. Ce qu'il avait fait à la Fromagerie Saint-Albert, c'est que la personne qui était en comptabilité avait développé toutes ces compétences-là pour devenir la direction générale de la fromagerie. Donc, ils ont dit, hey, aujourd'hui, l'autre, il meurt ou il part, il ne peut pas prendre la job. Mais toi, tu es prêt à partir quand? Dans 5-6 ans? Wow! 5-6 ans, on est capable de transformer. Il va continuer à faire ce qu'il fait bien, qui l'anime, qui le passionne, qui était la comptabilité. Puis tranquillement, on va lui embaucher aussi une autre personne qui va l'aider pour décharger certaines tâches de comptabilité qui peuvent être faites plus par un autre junior. Puis on va lui donner des tâches pour qu'il soit plus présent dans la direction générale, plus présent dans les réflexions stratégiques, plus présent sur. Et quand la personne qui était à la direction générale était prête à partir, la personne qui était prête, qu'on avait ciblée, puis qui avait démontré un intérêt, mais qui avait prouvé pendant cette période de temps-là qu'elle grandissait dans la job et qu'elle acquérait les compétences qu'il fallait pour devenir une direction générale, c'est devenu la direction générale. Donc, Éric Lafontaine, aujourd'hui, directeur général de la Fromagerie Saint-Albert, c'est parce que vraiment, ils ont décelé les compétences, les intérêts, la passion. Il y a eu beaucoup d'accompagnement et d'appui par le CA et c'est devenu la meilleure personne pour combler le poste. Et on peut regarder autour. Il y a des organismes qui l'ont fait d'une certaine façon. Je nommerai pas d'autres organismes. J'ai nommé la fromagerie parce que tout le monde aime le fromage puis ça, c'est super bien géré. Mais dans nos organisations, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont mal fait. Il y en a qui ont pas vu même s'ils l'ont entendu, ils ont toujours cru qu'elle repousserait la date, cette personne-là. Donc, quand c'est arrivé, il était pris de court. Donc, quand la personne qui est concernée dans un poste qui lève le drapeau jaune, il faut se responsabiliser, autant les membres du CA, puis les autres membres de l'équipe, vraiment de se regarder dans le miroir puis de se donner un plan de succession. Puis il faut engager le conseil d'administration là-dedans. C'est pas juste géré par l'équipe de travail qui embauche dans les postes clés. Au moins, le poste clé qui est la direction générale, on sait que c'est le seul ou la seule employée du conseil d'administration. Les autres postes clés, c'est souvent embauché par la direction générale, mais c'est souvent embauché par la direction générale avec une ou deux personnes du conseil d'administration. Si notre CA n'est pas dans le coup, je m'excuse, mais à un moment donné, il va y avoir un membre du CA qui va dire « Moi, je ne comprends pas le processus, je bloque, je freine, je pose des questions. » Et on va peut-être manquer des opportunités pour mettre en place le meilleur plan de succession. J'ai eu à explorer la transition. Parce que des fois, on planifie une succession, puis quand ça arrive, on se rend compte qu'il nous manque des morceaux. On se rend compte qu'il nous faut des ressources de plus ou un temps de plus pour faire vraiment une transition, pour partager le savoir, le savoir-être, les connaissances, des choses qui ne sont pas tangibles, c'est pas écrit sur un petit bout de papier, mais c'est ce que la personne qui faisait ce job-là, elle apportait. Puis qu'une autre personne ne va pas rentrer directement dans les mêmes souliers, mais si elle savait que ça serait bien dans ce genre de job-là, de développer ces compétences-là, ce savoir-là, ce savoir-faire-là, puis qu'elle va être mieux dans la job si elle développe ces compétences-là, on est bien. Donc, cette phase-là de transition avant que la succession se réalise pour vrai. Donc, j'ai essayé de l'expliquer comme je l'ai vécu dans différentes organisations. Donc, un plan de transition, parce que c'est pas écrit dans les livres, c'est vraiment de notre expérience ici avec différentes organisations, ça doit proposer une restructuration efficace et efficiente. Toujours en gardant quelle va être la meilleure équipe gagnante, professionnelle, expérimentée qu'on veut avoir, quels que soient les changements, tout en jumelant ça avec du sang neuf et de l'expertise. Donc, c'est sûr qu'on est en train d'ouvrir davantage notre logique organisationnelle des ressources humaines en sachant qu'il y a des gens qui vont partir, puis en sachant qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer. Puis on a un souci de continuité. Hein? Nous, on fait des demandes de financement, on est habitué de faire des activités, on fait peut-être une programmation artistique, on fait peut-être des ateliers de formation dans les écoles, quoi que ce soit. D'une année à l'autre, on va les refaire. Donc, il y a un souci de continuité avec les participants et participantes de notre clientèle, les membres de notre communauté. Donc, j'ai essayé de mettre dans un schéma les différents éléments. Donc, dans le plan de succession, disons que la direction générale, elle nous informe 2-3 ans plus tôt, idéalement, assez longtemps d'avance, qu'elle va quitter. Quelle que soit la raison. Elle se recherche un nouveau défi, une nouvelle carrière, elle prend sa retraite.
Donc là, le CA fait ce qu'on a dit tout à l'heure, va déterminer les compétences et les traits de personnalité qu'on recherche. C'est sûr qu'on ne le fait pas en regardant la planète Mars. On le fait souvent en regardant la personne qui était dans le job, qui fait une bonne job, pour aller chercher le meilleur de ce qu'elle faisait et comment elle le faisait pour documenter ça. On identifie là où les bonnes personnes pour ce poste-là de direction générale à l'intérieur et à l'externe de notre organisation. Puis après ça, le CA va sélectionner la bonne personne dans laquelle elle va choisir d'investir pour combler le poste de direction générale. Même si on a tout fait ça, si après un bout de temps, cette personne-là, elle confirme elle-même, c'est pas pour moi, bien, c'est sûr qu'il va falloir aller chercher un autre prospect, une autre personne, ou nous, on se rend compte, même si elle essaye beaucoup, elle est bonne dans la job qu'elle faisait avant, mais elle ne serait jamais la direction générale que l'on cherche, parce qu'on ne cherche pas le même profil exactement de la personne qui quitte, mais on sait ce qu'on veut. On sait ce qui marche chez nous. Donc, si on sent que cette personne-là ne peut pas arriver là, bien, on va trouver une autre personne. Donc, dans le plan de transition, quand l'approbation, le CA a approuvé le plan de succession, puis il va aussi dire, OK, on se donne une période de transition, on va investir des sous aussi, on va arrimer le plan de transition à la planification stratégique et au budget. Il faut essayer de confirmer quelle enveloppe d'argent qu'on a pour possiblement garder 2 personnes en poste dans des jobs qui sont en train de se transformer parce qu'ils sont en phase de transition. On va aussi peut-être travailler sur des scénarios de l'organigramme pour encore là clarifier les rôles et responsabilités de tout le monde. Là. Ces postes qui sont là, ils sont peut-être en lien avec le CA, avec la présidence, avec des membres de l'équipe. Donc, l'organigramme, on va peut-être avoir 2, 3 versions, mais se donner une image. Moi, je dis toujours une image, ça vaut 1000 mots. Puis cette image-là, tout le monde y adhère. On la comprend. On n'a pas besoin de 15 pages pour nous l'expliquer. L'image, on la comprend. On est là aujourd'hui avec l'organigramme. L'organigramme est en transformation pour devenir ça. On va réviser des descriptions de tâches. Ça se peut qu'on révise seulement la description de tâches des 2 postes qui sont affectés. La personne qui va peut-être prendre le poste de direction générale et la personne qui va quitter. Mais ça se peut aussi que ça affecte d'autres postes dans l'organisation. Donc, pendant la période de transition. Donc, peut-être que la secrétaire de l'organisation va prendre des activités de communication avec les membres, le bulletin, l'infolette, des choses comme ça, parce que une des 2 personnes est trop occupée à apprendre de nouvelles choses. Donc, ça va peut-être affecter seulement les 2 descriptions de tâches, mais peut-être d'autres aussi. De penser d'avoir une période de mentorat entre la personne qui quitte et la personne qui éventuellement prendrait le poste à plein temps, c'est vraiment génial. Puis encore là, c'est pas de prévoir 10 jours dans l'année dans le budget, c'est de prévoir dans notre façon qu'on travaille. Parfois, la direction générale fait vraiment un lien avec un bailleur de fonds, mais elle informe la nouvelle personne, ou les 2 sont sur l'appel pendant que ça se passe pour que l'autre voit comment la direction générale parle, gère cette relation-là, discute et conclut l'entente. Puis là, elle est enrichie d'une expérience pratico-pratique. Puis la prochaine fois qu'elle va arriver, bien, ça va y arriver à elle avec un autre bailleur de fonds. Elle va avoir découvert une certaine pratique, donc un savoir-faire. Puis éventuellement, si tout ça va bien, c'est sûr qu'on va confirmer la personne dans le poste de la future ou du futur directeur ou directrice générale. Puis là, c'est pas parce que ça se passe sur quelques mois, mais parfois même sur quelques années, quand on le voit venir longtemps en avant, que la personne, la job, elle le garantit. Moi, je propose aussi une période de probation. Une période de probation, c'est bon pour la personne pour faire le point. C'est bon pour les personnes qui vont la superviser puis l'encadrer de faire le point. C'est pas parce qu'on a tout fait ce travail-là avant pour vraiment s'assurer que le poste est protégé puis qu'il y a une continuité dans le travail qui va se faire par l'organisation que la personne est capable de jongler avec tous les éléments. Donc, si on prend une période de probation, on s'oblige à l'évaluer la personne, puis de dire, hey, wow, t'es bonne là-dessus, t'es-tu capable de le faire? Si t'es pas capable de le faire, as-tu besoin de formation? Peux-tu nous identifier qu'est-ce que tu aurais besoin comme ressource pour vraiment t'amener au niveau? Ou si c'est vraiment dans une surcharge, peut-être que pendant une année, tu n'es pas capable de le faire, donc comment ça peut affecter les autres ressources humaines? Parce que c'est des tâches qu'on doit faire malgré tout, là, on s'est engagé à les faire. Donc, comment on peut gérer les ressources humaines en tenant compte? Et là, ça veut peut-être dire que la phase de transition va continuer un petit peu, mais avec les ressources internes, jusqu'à temps qu'on revienne avec un scénario où est-ce que là, toutes les ressources sont bien campées dans leur job, en respect avec tout l'alignement que je mentionnais tout à l'heure et toute la dynamique. Donc, le défi de la transition, si on est dans une communauté où est-ce que les gens prennent leur retraite,
on n'a pas beaucoup de monde qui serait intéressé par l'emploi. Il y a beaucoup de changements dans notre communauté. C'est sûr qu'il va falloir travailler autant sur la disponibilité des personnes compétentes, engagées, motivées et sécuritaires à travailler au sein de notre organisation, qui adhèrent à la vision, la mission et les objectifs pour combler le poste. Puis si on n'en a pas, ça veut dire qu'il va falloir revoir nos stratégies de recrutement puis de rétention, autant auprès de nos employés qu'autant auprès de nos bénévoles, parce qu'on ne sait pas, dans tout ce pool-là de ressources humaines, qui pourrait devenir peut-être la meilleure personne pour combler un poste clé au sein de notre organisation. Donc, si on ne se questionne jamais sur les stratégies de recrutement et de rétention, puis qu'on fait toujours la même chose depuis 25 ans, puis qu'il nous arrive un scénario où est-ce qu'un de nos postes clés ou deux de nos postes clés peuvent changer dans les 2 prochaines années, puis qu'on n'attire jamais les bonnes personnes depuis un bout de temps, ben on va être pris avec un grand problème. Donc, il faut vraiment se questionner sur les stratégies de recrutement et de rétention pour trouver les meilleures personnes compétentes avec les traits de personnalité, les compétences, l'expérience que l'on cherche, dans lesquelles on va investir dans cette phase de transition-là pour combler les postes clés qui a lieu de combler dans notre organisation. Mais l'autre volet, c'est le savoir-faire, le savoir-être. On est dans le monde associatif, on travaille avec toutes sortes de monde. Il faut être fort dans la gestion de toutes ces sensibilités-là. Ça ne s'apprend pas dans 24 heures, mais si encore là, on peut travailler sur le développement des compétences, le transfert des connaissances, de là la logique de la transition, du transfert du savoir-faire, du savoir-être, du mentorat ou du coaching par la personne qui faisait la tâche avant, ben on se rapproche vraiment dans la réussite de notre phase de transition au sein de notre organisation. Donc, c'était 2 façons que je voulais un peu vous illustrer, que ce soit celle-ci, les différentes étapes, qui reprend les différents éléments de la transition, ou sur quoi il faut revoir nos stratégies de recrutement, de rétention, développement des compétences, transfert des connaissances, pour avoir le meilleur scénario de transition et de succession, pour éventuellement maintenir des équipes gagnantes, performantes, où chaque personne, bénévole et rémunérée, pourra vivre pleinement son implication dans l'organisation. Et encore là, dans la logique de la réalisation de la vision, la mise en œuvre de la mission, le respect des valeurs. Toutes nos organisations ont tellement une raison d'être, on fait de grandes choses dans notre communauté, mais parfois on brûle des gens parce qu'on ne sait pas comment gérer nos ressources humaines. Donc, quoi de mieux que d'apprendre, d'utiliser des ressources et de continuer à grandir ensemble. N'oubliez pas, les ressources humaines, ce sont les ressources les plus importantes de nos organisations. Il faut bien les recruter, il faut investir dans nos ressources humaines, il faut les préserver, les conserver, les aider à grandir. Et si après un bout de temps, elles passent dans une autre organisation, oui, l'autre organisation est enrichie, on aura une autre personne qui va être aussi dans une dynamique de venir enrichir notre organisation. C'est un continuum. On est dans une logique collective, une logique communautaire, et on enrichit notre communauté si on investit dans toutes nos ressources humaines, qu'elles soient bénévoles et rémunérées. Merci beaucoup. J'espère que ce webinaire aura su répondre à plusieurs de vos questions.